Bienvenue باهي à ce premier événement باهي organisé باهي par le هيك تو groupe نشوفوا نرجع Urgence لك. et réanimation pédiatrique et néonatale de la Société tunisienne de pédiatrie. Tout d'abord, je m'excuse au nom du groupe de la petite panne technique qu'il y a eu. Donc, vous avez dû basculer sur un nouveau lien Zoom. Et si vous n'arrivez pas à vous connecter, il faut aller sur la page de la STP ou la page de Pharmalis pour trouver le nouveau lien. Alors, je voudrais remercier tout d'abord nos éminents orateurs, Dr Khaled Mnif, Dr Zied Marchewi, Dr Farah Sebet, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Et bien sûr, je remercie mes amis et collègues, Dr Asma Bouziri, Dr Mohamed Cherem et Dr Qais Ben Ramzan, d'avoir accepté de modérer cette séance. Nous allons aborder ce soir le thème de la sédation et de la ventilation. C'est un thème phare en réanimation et ça va être fait en posant 3 problématiques. Le SDRA chez l'enfant, le réglage du respirateur, l'induction chez le nouveau-né et l'enfant, et on va terminer avec les critères de sévrage de la ventilation assistée. Je pense que vous avez maintenant l'habitude des webinaires, donc vous pouvez poser vos questions par chat et vos questions seront reprises par les modérateurs et moi-même pour les poser à nos experts, à nos orateurs. Alors, je ne vais pas tarder plus que ça pour être dans les temps et je passe la parole à Dr Cher, mon ami et maître, pour qu'il présente le premier conférencier. À vous la parole, Dr Cher. Bonsoir tout le monde. Merci, cher ami, de m'avoir fait participer avec vous à cette réunion. Surtout modérer quelque chose qui me tient à cœur, la réanimation pédiatrique. Mais le plus dur, c'est que me demander de présenter Dr Mnif, alors vous devez de m'écouter jusqu'à toute la soirée. Donc, je vais être bref. Dr Mnif est un éminent réanimateur pédiatre, professeur de pédiatrie et de réanimation pédiatrique à la faculté de médecine de Tunis. L'un des premiers réanimateurs avec notre maître Najla Benjabal à avoir installé la réanimation et la ventilation chez le nouveau-né en Tunisie, et en particulier la ventilation des malades lourds, en l'occurrence le SDRA. Et Khaled ne s'est pas arrêté là parce qu'il a continué sur la même voie pour se sous-spécialiser encore dans cette spécialité, cette sous-spécialité et surtout ses dessous hémodynamiques. Et il va nous présenter beaucoup plus son expérience que la théorie concernant le SDRH chez l'enfant. À toi, Khaled, parce que je peux parler toute la soirée. Merci beaucoup, Mohamed. L'objectif, c'est de vous parler essentiellement de la ventilation, comment régler le respirateur devant un enfant présentant un SDRA. Alors, pour introduire le sujet, le SDRA chez l'enfant est rare. Cette rareté et faible incidence fait qu'il y a très peu d'études pédiatriques qui ont été faites, qui sont de haut niveau, de preuves, et pratiquement tout ce que je vais dire est obtenu, extrapolé à partir de protocoles thérapeutiques adultes. Et vous comprenez très bien pourquoi mon ami Qais Ben Ramzan est là. Et ceci dit, la mortalité du SDRA chez l'enfant reste importante, je pense également c'est chez l'adulte, et la prise en charge est en dehors du traitement curatif de l'étiologie du SDRA, c'est surtout un traitement qui va être axé sur la prise en charge respiratoire et dont l'objectif principal est de ne pas aggraver les lésions pulmonaires déjà préexistantes du fait du SDRA par la ventilation mécanique. Un petit aperçu sur l'histoire de la définition du SDRA qui a été décrit pour la première fois en 1967 sur une série d'une quarantaine de patients dont le plus jeune était âgé de 11 ans
Puis en 88, on a créé un score de gravité du SDRA. Et puis, ce n'est qu'en 1994, suite à la conférence de consensus américano-européenne, qu'on parle du syndrome de détresse respiratoire aiguë, plutôt que, alors qu'il était appelé syndrome de détresse respiratoire de type adulte. Et puis jusque-là, à partir de 1994, il y a eu plusieurs études adultes qui ont permis d'aller dans la prise en charge thérapeutique du SDRA de l'adulte. Et l'enfant, là, n'a pas été individualisé et ce n'est que suite à la révision de la définition en 2012 de la définition du SDRA, on parle alors à ce moment-là de la définition de Berlin, et surtout sa validation pédiatrique en 2013, que par des études pédiatriques, on va pouvoir parler de critères diagnostiques et d'une définition à l'enfant. Et la révélation, c'était en 2015, par l'installation d'une conférence de consensus du SDRA de l'enfant. On parle du PALIC, Pediatric Acute Lung Injury Consensus Conference, qu'on a eu une définition propre à l'enfant. Alors, quels sont les critères de Berlin? Les critères de Berlin, la nouveauté par rapport à la définition antérieure de 1994, c'est l'aspect aigu qui a été bien défini par un processus qui débute en moins d'une semaine. La radiographie thorax avec des atteintes alvéolaires bilatérales, on exclut ou on élimine une défaillance cardiaque ou une surcharge hydrique, sont vraiment, étant donné que la réalisation d'une exploration hémodynamique invasive est de plus en plus délaissée. Et à ce moment-là, on a catégorisé le SDRA en léger, modéré et sévère selon la valeur de la PaO2 sur FiO2 sous une PEP supérieure ou égale à 5 cm2. Cette définition a été validée en 2013 chez l'enfant et en 2015, il y a eu cette publication. Et quelle est la particularité de la définition de l'enfant? Tout d'abord, on exclut les maladies périnatales, les maladies pulmonaires périnatales, la maladie des membres myalines, l'inhalation de liquide méconial, la détresse respiratoire transitoire. Le moment de survenue, c'est la même chose que chez l'adulte. L'origine de l'œdème, il faut s'assurer que ce n'est pas un œdème que l'atteinte alvéolaire n'est pas en rapport avec un OAP cardiogénique. Et la particularité chez l'enfant, c'est que l'apparition nouvelle d'un nouveau infiltrat n'est pas obligatoire qu'elle soit bilatérale. Une atteinte unilatérale est largement suffisante. Et puis la deuxième particularité à l'enfant, c'est qu'on a introduit dans la définition, étant donné que la réalisation de gaz du sang chez l'enfant est parfois difficile à obtenir chez les tout jeunes nourrissants, donc on a introduit, faute de pouvoir avoir chez certains patients d'une gazométrie avec la pression partielle en oxygène, donc, et le rapport de PaO2 sur FiO2, c'est la saturation qui a été introduite. Et donc, chez les patients, l'autre particularité, c'est que cette définition intéresse même les enfants qui sont sous ventilation non invasive. Évidemment, ce sont des formes qui ne sont pas très, très graves. Et comme vous le voyez, c'est une PaO2 sur FiO2 pour les patients qui sont sous une ventilation non invasive, avec une PEP supérieure à 5, avec un masque facial complet, soit une PaO2 sur FiO2 inférieure à 100, soit une saturation en oxygène sur FiO2 inférieure à 264. Pour les patients qui sont ventilés de façon invasive, on a introduit l'index d'oxygénation
et l'index de saturation en oxygène. C'est-à-dire, on a pris en considération, voilà la formule des deux paramètres, de la pression moyenne de ventilation et également de la FiO2. Si on ne dispose pas de la PaO2, on va parler, donc, au lieu de l'index d'oxygénation, de l'index de saturation en oxygène. Et voilà cette répartition, comme chez l'adulte, en léger, modéré et sévère. Étant dit et rappelé ces définitions et ces particularités pédiatriques, maintenant, quand on va ventiler, je ne vais parler que de la ventilation mécanique, pas de la ventilation à fréquence. Cette ventilation mécanique invasive également, je ne vais pas parler de la ventilation non invasive. Quels sont ses objectifs? Ses objectifs, comme je l'ai dit et annoncé au tout début, c'est une ventilation qui ne doit absolument pas aggraver les lésions pulmonaires préexistantes. C'est-à-dire, on doit ventiler de la façon qui n'entraîne pas de lésions pulmonaires, qu'elles soient volo- ou barotraumatiques ou biotraumatiques, d'avoir des échanges gazeux pas parfaits, mais corrigés, permettant le maintien des paramètres vitaux de l'enfant et métaboliques de l'enfant, et éviter également le retentissement délétère d'une ventilation hémodynamique de cette ventilation, et donc de permettre ainsi un retour le plus rapidement possible à une ventilation spontanée, et c'est ce qu'on parle alors d'une ventilation protectrice. C'est de ce concept, et c'est sur ce concept que repose la prise en charge ventilatoire du SDRA. Alors, comment on va ventiler? Plusieurs questions se posent devant le médecin qui va ventiler. Est-ce que je vais choisir le mode en pression ou en volume? Est-ce que je le choisis en contrôlé ou en assisté? Quel est le volume courant que je vais et quel est le niveau de PEP également, et quels sont les objectifs gazométriques? Voilà les différentes, disons, les différents items dont je vais parler. Maintenant, pour ce qui est du mode ventilatoire, et je rappelle que ce dont je vais parler est tiré à partir des études adultes, mais également de la conférence de consensus pédiatrique en 2015. Alors, est-ce que je ventile en mode pression, en mode volume? Il n'y a pas, c'est un choix d'équipe. Et si on choisit de ventiler en mode volumétrique, on va régler le volume courant et on va mesurer les pressions, et en particulier la pression plateau. Au contraire, si on va ventiler en mode pression, on va régler la pression inspiratoire et surveiller le volume courant. C'est un choix d'équipe. Pour les grands enfants, pour nous, supérieurs à 1 an, on choisit dans tous les cas le mode volumétrique. Alors, est-ce qu'on ventile en mode contrôlé ou assisté? Là également, ce n'est pas consensuel, non plus ni chez l'adulte, ni chez l'enfant, en sachant qu'il faut savoir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque mode. Si on est en mode contrôlé, ça veut dire qu'on doit utiliser une sédation lourde, reposant principalement sur les curares. Ses avantages, c'est qu'elle permet un repos complet des muscles et un contrôle strict du volume courant et de la pression plateau, c'est-à-dire de la pression alvéolaire et des inspiratoires. Et l'inconvénient, c'est que prolonger la curarisation risque d'entraîner un dysfonctionnement du diaphragme avec difficulté du sevrage de l'enfant. Et de l'autre côté, la ventilation assistée a l'avantage d'utiliser une sédation beaucoup moins profonde, pas de cure rare,
Ça permet de préserver la fonction diaphragmatique, un sevrage plus facile, mais là, il y a des fluctuations qui peuvent être très importantes du volume courant, et vous allez le voir tout à l'heure. On est obligé de ne pas induire des volumes courants importants pour préserver le parenchyme pulmonaire. C'est ça l'inconvénient. Ça fait fonctionner plus le muscle, donc une consommation d'oxygène chez des enfants qui sont précaires, et aussi bien sur le plan respiratoire qu'hémodynamique. Et puis, c'est surtout cette asynchronie patient-ventilatoire qui peut être entraînée des pressions élevées et des volumes courants élevés qui peuvent être délétères pour l'enfant. Donc, on doit savoir quoi choisir. Et pour vous dire qu'actuellement, après l'étude qui a été qui représente une étude de référence. C'est une étude française orchestrée par l'équipe de Marseille sur plusieurs centres français quant à l'intérêt des curares dans la ventilation du SDRA. Cette étude a montré qu'il y a chez les patients, donc ils ont comparé des patients avec SDRA et qui sont curarisés très précocement durant les premières 48 heures à des patients non curarisés, et ils ont démontré qu'il y a une différence significative quant à la mortalité, 29% versus 38%, donc une mortalité plus basse dans le groupe des curares. Alors, qu'en est-il en pédiatrie? En pédiatrie, outre les recommandations de 2015, il y a des recommandations qui sont parues tout récemment en 2020 suite à la pandémie de Covid-19, des SDRA qui accompagnent le Covid-19 par l'European Society donc pédiatrique et néonatale. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est d'utiliser dans les formes graves du SDRA de curare pendant les 24 à 48 heures. Et le rationnel, c'est d'éviter d'avoir des niveaux élevés de pression suite à l'asynchronie et d'avoir une meilleure tolérance quand on a recours au décubitus ventral. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question mode contrôlé ou assisté. Maintenant, quel est le volume courant qu'on va utiliser? Alors, je rappelle, je l'ai déjà dit, que si on a recours à des volumes courants bas, on va éviter la surdistension pulmonaire, on va réduire et limiter les lésions cellulaires alvéolaires, diminuer l'œdème interstitiel, la libération des cytokines pro-inflammatoires. Et pour répondre à cette question, fort de ces données physiopathologiques, d'autopsie, de nécropsie, des sujets qui sont décédés suite de SDRA, il y a une étude qui a révolutionné la prise en charge du SDRA chez l'adulte. Et cette étude qu'on appelle ARDS Network, publiée en 2000, qu'est-ce qu'elle a comparé? Elle a comparé deux groupes de patients. Un groupe avec un bas volume courant et un groupe avec un haut volume courant. Le bas volume courant, 6 ml/kg avec une pression plateau inférieure à 30, haut volume courant, 12 ml/kg avec une pression plateau inférieure à 70. Et le résultat est démonstratif. Il y a une survie beaucoup meilleure dans le groupe bas volume courant comparativement au groupe haut volume courant. Cette différence est de 10%, c'est-à-dire il y a une réduction de mortalité de 10%, ce qui n'est pas négligeable. Un malade sur 10 va être sauvé grâce à la réduction uniquement du volume courant. Alors, qu'en est-il en pédiatrie? C'est tout simplement une extrapolation à partir des données de l'ARDS Network, donc de l'étude que je viens de citer, avec certaines précisions. Quand on est en face d'un SDRA très sévère, on va
baisser le volume courant. Dans tous les cas, il est inférieur à 6 ml/kg, mais chaque fois que la pression plateau dépasse, on va voir le niveau de la pression plateau, mais chaque fois qu'elle dépasse les 30 cm d'eau, on peut aller jusqu'à 300 ml par kilo. Pour les atteintes qui sont moins sévères, le volume courant recommandé par ces experts est entre 5 à 8 ml par kilo. Pour la pression positive, pression expiratoire positive, tout d'abord, pourquoi appliquer cette pression expiratoire positive? On est en face d'un malade qui a des alvéoles, qui sont remplis, qui sont inflammatoires, il faut les recruter. Donc, il va permettre tout d'abord d'optimiser le rapport ventilation sur perfusion, d'avoir une ventilation homogène et surtout d'empêcher ou d'éviter la fermeture et l'ouverture et la fermeture cyclique des alvéoles, qui est délétère, qui va être à l'origine d'atélectroma et maintenir des alvéoles ouvertes en fin d'expiration permet d'utiliser des pressions beaucoup moins agressives et d'éviter ces lésions-là. Alors, il faut savoir que quand on applique une PEP excessive, ça va donner une surdistension pulmonaire. Surtout, donc, ça peut altérer et faire dégrader la compliance pulmonaire. Et un élément important, c'est que cette PEP excessive peut être à l'origine d'un cœur pulmonaire aigu avec une dilatation du ventricule droit qui peut précipiter, être à l'origine de défaillance hémodynamique. Et comme corollaire, évidemment, comme élément de surveillance, c'est parallèlement, il faut toujours faire une échographie pour voir l'effet du niveau de PEP qu'on vient d'appliquer. Alors, quelles sont les études pour trancher et pour répondre à cette question? Elles ne sont pas nombreuses. Il y a cette méta-analyse qui comporte 3 ou 4 études, pas plus, elles ne sont pas nombreuses. Et cette étude a montré chez l'adulte que dans le SDRA modéré à sévère, ça veut dire PaO2 sur FiO2 inférieur à 200 mm de mercure, cette étude a montré que quand on utilise des PEP à niveau de PEP élevé, on a une réduction de la mortalité est moins importante de façon significative, alors que lorsqu'on utilise dans le SDRA mineur, entre 300 et 200, l'effet est inverse, sans que ce soit vraiment significatif, mais ça, en d'autres termes, SDRA sévère, il faut oser et appliquer une PEP élevée et plutôt être moins agressif quand il s'agit d'un SDRA mineur. Chez l'enfant, tout récemment, il y a une étude publiée en 2019 par Kemani. Son idée était de voir des études rétrospectives chez l'enfant de SDRA et il a comparé les niveaux de PEP recommandés par l'ARDS Network et est-ce que ces études ont appliqué les recommandations chez l'adulte ou pas, c'est-à-dire est-ce que, et le résultat, quand et ce sont des études rétrospectives, hein, il a démontré que ça, c'est tous les patients, quand le niveau de PEP, et on exprime ici la mortalité ou la survie, c'est une courbe de Kaplan-Meier, donc que la mortalité ou la survie est meilleure quand le niveau de PEP est élevé d'une façon significative
Ces tendances se retrouvent dans tous les groupes de gravité, de 100 à 300, 100 à 200, inférieur à 100, mais elle n'est significative au plan statistique que dans le groupe 100 à 200. Bon, l'interprétation est difficile parce que les études sont rétrospectives et il va falloir faire des études prospectives pour pouvoir pour confirmer ces données. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le service? On a ce tableau-là. C'est les recommandations de l'ARDS Network, c'est-à-dire on fait fixer la FIE2 et la PEP selon ce tableau-là. Alors, les recommandations consensuelles, toujours pas de données pédiatriques évidentes, et quand il y a un SDRA sévère, on utilise une PEP d'emblée entre 10 et 15, exceptionnellement supérieure à 15, tout en surveillant le transport en oxygène. Ça se résume, souvent c'est des enfants qui ont un cathéter central, ça se résume à surveiller la saturation veineuse centrale et les lactates, la compliance pulmonaire. En pratique, ces données sur le respirateur, voir est-ce que le niveau de PEP fait altérer la compliance respiratoire, et une échographie cardiaque pour voir s'il y a un septum paradoxal et un retentissement sur le ventricule droit. En pratique, je vais vous dire exactement ce qu'on fait en pratique. Après avoir parlé de cette notion qui a été publiée en 2015 par un Brésilien, Marcelo Amato, qui parle de la driving pressure ou bien du delta P, ou bien en français de la pression motrice. C'est quoi ça? C'est la différence de la pression motrice et la différence entre la pression téléinspiratoire, la pression plateau, c'est donné par le respirateur, moins la PEP. La PEP, on considère également la PEP intrinsèque, donc je ne montre pas dans le détail. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que le risque relatif en ordonnée de mortalité augmente et devient supérieur à 1 si on dépasse un delta P de 15 cm d'eau. Et c'est en d'autres termes, on a tout intérêt à garder le delta P inférieur à 15 cm d'eau. C'est quoi le delta P? C'est la fluctuation de la pression au niveau alvéolaire quand on administre, lors de l'administration d'un volume courant. Alors, en pratique, le volume courant, c'est en fonction de la gravité. La pression expiratoire positive, on a ce tableau-là, mais on va augmenter la PEP jusqu'à ce qu'on atteigne une valeur de pression plateau qui ne dépasse pas 28 cm d'eau. On est un peu plus tolérant pour les formes sévères, la pression plateau doit être inférieure à 32 cm d'eau. Et c'est pas où on garde la pression motrice ou le delta P ou le driving pressure inférieur à 15. Donc, en ayant ces garde-fous de pression plateau, de pression motrice, on essaie de ne pas induire des lésions. On s'entoure de maximum de sécurité pour ne pas induire de lésions surajoutées au poumon déjà malade. Maintenant, vous imaginez très bien que les objectifs gazométriques, on doit être tolérant, on ne doit pas être exigeant pour la saturation. La saturation, quand le niveau de PEP est très élevé, c'est entre 88 et 92%, un peu moins agressif entre 92 et 97%, tout en monitorant est-ce que des saturations basses peuvent retentir sur le transport d'oxygène. Et puis, la CAPNI doit être, on est beaucoup plus permissif que chez l'adulte, avec un pH, c'est une recommandation par des experts, entre 7,15 et 7,30, parce qu'on utilise des volumes courants qui sont bas,
à l'exclusion des patients qui ont évidemment des contre-indications à avoir une hypercapnie, l'hypertension à savoir l'hypertension intracrânienne, l'hypertension artérielle pulmonaire grave, et certaines cardiopathies congénitales. Et j'insiste sur le fait que pour les sujets, nous, en réanimation, on utilise des humidificateurs chauffants, mais si on utilise un nez artificiel, si on fait interposer donc toute pièce qui s'interpose entre les voies respiratoires et le circuit du respirateur va faire augmenter la PCO2, et il y a pas mal d'études qui ont démontré que l'ablation et la réduction de l'espace mort instrumental à lui seul permet d'améliorer la PCO2, la pression partielle en CO2 et donc le pH. Maintenant, avant de terminer, j'insiste sur le fait que ces malades, on doit minimiser durant leur séjour, leur ventilation, au grand maximum le dérecrutement alvéolaire, et en utilisant des aspirations, des systèmes clos pour assurer une aspiration sans déconnexion. Donc, je conclus en disant que ce qu'on fait, c'est au cours du SDRA chez l'enfant, de choisir le volume contrôlé, ne pas hésiter donc avec un volume courant réduit de 5 à 8, voire même inférieur de 3 à 6 pour les formes sévères, augmenter la pression, la PEP expiratoire jusqu'à ce que le niveau de pression plateau soit inférieur, sans dépasser les 28, parfois 32 cm d'eau, tout en gardant à l'esprit à surveiller la delta P qui doit être inférieure à 15. Et pour cela, ne pas hésiter à curariser durant la phase précoce les premières 48 heures. Et chaque fois que l'index d'oxygénation ou bien le rapport PaO2 sur FiO2 est inférieur à 150, avec des objectifs pas très exigeants d'oxygénation, de capnie, avec réduction, ne pas oublier de réduire l'espace mort instrumental qui peut être d'une aide non négligeable, et d'éviter lors des aspirations le dérecrutement. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire et je vous remercie. Merci, cher ami. J'ai lu l'un des objectifs du groupe, c'est d'uniformiser un petit peu les protocoles de la réanimation en pédiatrie, et je pense que tu as parfaitement réussi par cette conférence en nous expliquant le SDRA dans un service de réanimation pas nécessairement de pointe, en dehors de l'échographie qui n'est pas à la disposition de tout le monde, ou peut-être la SVO2, mais tout ce que tu viens de dire est excellent dans n'importe quel service de réanimation pédiatrique, même s'il n'est pas de haute pointe, parce qu'on n'a pas écouté HFO, on n'a pas écouté ECMO, on n'a pas écouté monoxyde d'azote, on n'a pas écouté beaucoup l'HTAP dans le SDRA, et ce que tu viens de dire est très clair. J'ai retenu une première phrase, c'est ne pas aggraver ce qui existe. Et toute la conférence était autour de cette phrase. Et j'ai même inventé une nouvelle notion, SDRA, c'est savoir doser les risques de son assistance. C'est SDRA, savoir doser les risques de l'assistance, ne pas aggraver ce qui existe. Merci beaucoup, c'est très clair. Je passe la parole au Dr. Qais Brandan. Qais? Ton micro, je pense. Ton micro. Il faut l'activer. C'est bon, vous m'écoutez là? Oui. Oui, on t'écoute. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, je voudrais remercier donc, les organisateurs, en l'occurrence mon ami Aïda, de m'avoir convié à cette réunion, qui est super intéressante pour nous. Nous, en réanimateur adulte, ça nous a toujours intrigué la prise en charge de la réanimation pédiatrique. En l'occurrence, c'est cette pathologie phare que je dirais chez nous, chez l'adulte, qui est le SDRA, la ventilation du SDRA. Et ça reste, je vois que ça reste toujours une pathologie phare pour vous, aussi en milieu de réanimation pédiatrique. Alors, je remercie Khaled d'abord pour ta conférence qui est très claire. Les messages sont bien ficelés. Ça ne diffère pas beaucoup de ce qu'on fait nous en adultes. Et je vois que l'ensemble des critères que vous utilisez, on les utilise nous.
D'ailleurs, vous avez bien dit que les recommandations émanent des études chez les adultes, donc en réanimation adulte. Les messages sont clairs. Je ne sais pas pour l'assistance, bon, on verra les questions tout à l'heure. Alors moi, je ne sais pas si je rentre directement dans la discussion de la stratégie ventilatoire de malades de l'SDRA et de spécificités chez l'enfant. Parce que nous, par exemple, on dit ventiler les malades avec faible volume courant et qu'on utilise le volume courant bon, de moins de 6, entre 3 et 6 millilitres kilo. Alors nous, chez l'adulte, c'est surtout le poids théorique. Ce n'est pas le poids c'est-à-dire qui est affiché et quand on pèse le malade. Parce que j'imagine vous pesez, nous aussi, les malades, mais c'est surtout le poids théorique. Alors, la spécificité pédiatrique, le poids théorique, je ne sais pas, je dis peut-être une question bête, hein, comment pour le poids théorique, est-ce que c'est toujours les mêmes formules que vous adoptez chez vous aussi? J'ai essayé d'enrichir un petit peu le débat et j'aurai d'autres questions à vous poser à fur et à mesure et je vais essayer de récolter, de voir si dans l'assistance, il y a des questions de part et d'autre. Voilà. Oui, effectivement, le volume courant, c'est par rapport au poids théorique ou idéal. Et ce qu'on fait, on commence à avoir de plus en plus d'enfants obèses qui ont beaucoup plus que ne le voudraient. Donc, ce qu'on fait, c'est l'âge de l'enfant. Il y a des courbes qui permettent, et sa taille. Donc, on détermine sur quelle courbe il est. Et avec ça, on permet d'extrapoler et déterminer le poids qu'il aurait qu'il doit avoir à cet âge-là. C'est clair, c'est clair. Alors, je ne sais pas si dans l'assistance, si vous avez des questions, il faudrait que pour essayer. Alors, en termes de timing, je ne sais pas combien de temps nous avons entre les conférences. 5 minutes avant de commencer la deuxième conférence. Peut-être il faut éclaircir comment poser des questions. Oui, alors il y a deux possibilités puisqu'on est sur un nouveau lien. En fait, ils peuvent activer leur micro et poser la question ou bien idéalement écrire directement. Comme ça, ils n'activent pas leur micro tous en même temps. Ils peuvent écrire sur le chat. Je viens de mettre un message sur le chat pour les questions. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vois beaucoup de merci, merci, merci infiniment. Donc, Dr Mni, vous avez beaucoup de merci. Bien qu'on s'excuse, il y a eu un problème. La plateforme, en fait, elle se sature à 100 participants. Et donc, ouais. Beaucoup n'ont pas eu la possibilité d'accéder à ce lien direct. Mais il y a une diffusion. Donc, si ceux qui sont présents peuvent informer leurs collègues, il y a une diffusion directe sur le groupe des jeunes pédiatres. Et de toute façon, par la suite, il y aura un enregistrement du webinaire et il sera diffusé sur YouTube. Comme ça, tout le monde profitera de cette belle... Bon, j'ai une question. Dr Melek Zayeni nous dit quand l'indication du monoxyde d'azote. En fait, je n'ai pas parlé du monoxyde d'azote. Le monoxyde d'azote, on l'utilise. Bon, ça ne va pas révolutionner la prise en charge du SDRA. Il y a certainement, quand c'est-à-dire si avec ce que je viens de dire, les besoins en oxygène restent importants avec des FiO2 élevés qui dépassent largement 60%, on utilise le monoxyde d'azote, mais ça doit être monitoré et surtout argumenté en faisant donc une gazométrie avant, si on entre dans le monoxyde d'azote, une échographie cardiaque avant, et si vraiment il y a une HTAP, si on met le monoxyde d'azote, et s'il y a une réponse, on le maintient. S'il n'y a pas de réponse, et ça doit être documenté d'une façon objective, des index d'oxygénation, des périodes sur FiO2. S'il n'y a aucune amélioration, il faut savoir l'arrêter. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Khaled, par rapport à ça. Nous, c'est ce qu'on fait généralement. Avant de démarrer le monoxyde d'azote,
c'est un monitorage échographique, voir s'il y a une dysfonction VD avec une HTAP. Et je pense que ce serait plutôt les meilleurs répondeurs. Chez l'adulte, les meilleurs répondeurs sont les malades qui ont une HTAP importante avec une dysfonction VD. Alors pour le reste, ça reste toujours discutable, l'introduction du monoxyde d'azote dans la stratégie de la prise en charge ventilatoire du SDRA. Une autre question, donc, Dr Hajer Jbebli, comment on paramètre la PEP? À partir de quelle valeur commencer? En fait, pour la définition de gravité, c'est supérieur ou égal à 5 cm d'eau. Donc, d'emblée, on met une PEP à 5, ça, c'est la valeur minimale. Quand on est en face d'un malade qui est très grave, et là, c'est avec une FiO2 à 100% d'emblée et qui a des saturations qui sont basses, on va mettre au minimum 10 cm d'eau. Et voilà, donc et en fonction de ça, on va avoir sa réponse. Une fois bien sédaté, bien curarisé, bien aspiré, on va voir dans quelle voie on part. Ça reste, ce que vous dites, c'est la fourchette 10-15 cm d'eau, mais voilà. On a ce qu'on appelle, nous, en réanimation adulte, les fous de la PEP. Les fous de la PEP, ils font jusqu'à plus que 15 ou 20 cm d'eau de PEP, hein, parce que comme étant une atteinte, une atteinte alvéolaire importante et qu'on a besoin de recruter, donc on utilise de niveaux de PEP très élevés. Donc, et ça, ouais. C'est… Bon, je ne sais pas s'il y a encore des équipes, du moins adultes, qui le font, mais c'est très fou. Alors, s'il n'y a pas une autre question, moi je dirais il y a un message qui est très important et que tu as bien passé, Khaled, dans ta présentation, c'est que quel que soit le mode qu'on utilise dans la ventilation du SDRA, en volume ou en pression, il y a des règles à suivre. La ventilation protectrice, c'est une règle d'or, mais c'est surtout le monitorage. Ce qu'on ne faisait pas, nous, avant, est-ce qu'on ne monitorait pas assez notre ventilation? C'est-à-dire qu'on doit bien monitorer un malade qui est en SDRA. Alors, la pression de plateau, ou mieux, la pressure drive, comme tu disais, qui est la différence entre la pression de plateau et la PEP. Et cette pression motrice, elle nous indique le risque de complications aussi bien barotraumatiques que hémodynamiques. Donc, stratégie très importante, c'est le monitorage. C'est très important de monitorer un malade en SDRA. Et moi, je dirais, actuellement, en 2021, c'est médico-légal. Si on ne paie pas un malade en SDRA avec un monitorage, c'est, je pense, vu les recommandations actuelles, vu les risques, vu les complications barotraumatiques, hémodynamiques, si on ne trouve pas des règles, des paramètres de monitorage d'un malade en SDRA sous ventilation mécanique, ça devrait avoir des conséquences, je dirais. C'est très, très important de monitorer un malade en SDRA. Très important. Alors, merci beaucoup à vous tous. Merci, Dr Mnif, pour cette excellente… Ah, il y a juste une dernière chose. Dernière chose, s'il te plaît. Un élément qui est très important aussi dans le SDRA, c'est le décubitus ventral. Oui. Ouais. Le décubitus ventral, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Parce qu'actuellement, chez nous, c'est obligatoire. À partir du moment où on évite les contre-indications, bien sûr, et le malade en état de choc, forte dose de catécholamine, etc. Mais c'est quelque chose qu'on fait, surtout actuellement avec la pathologie, le Covid, c'est ce qu'on fait d'emblée. On le fait même chez les malades en spontané. Ouais. 18, même 20. SDRA en spontané. Oui, on le fait, oui, effectivement. Mais c'est plus facile pour nous de les mettre en décubitus ventral. Ah oui, je pense, j'imagine.